Le dîner fatidique. C'était un samedi soir comme les autres, du moins c'est ce que je croyais. Mon mari, Pierre, et moi nous préparions pour notre dîner mensuel chez ses parents. Ces repas étaient toujours une source d'anxiété pour moi, mais ce soir-là, je ne me doutais pas à quel point il allait changer ma vie. Nous sommes arrivés chez mes beaux-parents, Marie et Jean, vers 19h. L'odeur du bœuf bourguignon flottait dans l'air, et le son de la musique classique résonnait doucement dans le salon. Marie nous a accueillis avec son habituel sourire forcé. « Ah, vous voilà enfin !» s'est-elle exclamée, m'embrassant sur les joues avec une froideur à peine dissimulée. Dès le début, l'atmosphère était tendue. Jean, mon beau-père, tentait de maintenir une conversation légère, parlant de la météo et des dernières nouvelles du quartier. Pierre, comme à son habitude, restait silencieux, hochant la tête de temps en temps. Quant à moi, je m'efforçais de sourire et de participer, tout en sentant le regard scrutateur de Marie sur moi. Le dîner a commencé, et avec lui, les questions habituelles. « Alors, quoi de neuf au travail, Pierre, Sophie, ta mère va bien ?» Mais je savais que ce n'était qu'une façade. La vraie question, celle qui flottait dans l'air comme un nuage orageux, n'avait pas encore été posée. C'est au moment du dessert que tout a basculé. Marie, qui avait déjà bu plusieurs verres de vin, a posé sa fourchette un peu trop brusquement. « Bon, parlons sérieusement », a-t-elle dit, ses yeux brillants fixés sur moi. « Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes mariés ? » 4 ans. J'ai senti mon cœur s'accélérer. 5 ans, en fait, ai-je répondu doucement. 5 ans, s'est-elle exclamée, comme si c'était une éternité. Et toujours pas d'enfant ? Vous savez, à votre âge, il ne faut pas trop attendre. Pierre a tenté d'intervenir. Maman, on en a déjà parlé. Mais Marie ne l'écoutait pas. Elle a vidé son verre de vin d'un trait et l'a reposé avec force sur la table. Non, Pierre, il faut que les choses soient dites. J'en ai assez de tourner autour du pot. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Et puis, comme un coup de tonnerre, les mots sont sortis de sa bouche, « Tu ne peux même pas donner un enfant à mon fils. Tu devrais quitter cette famille une bonne fois pour toutes. » Le choc m'a frappé comme une gifle. Les larmes me sont immédiatement montées aux yeux, et j'ai senti ma gorge se serrer. J'ai regardé Pierre, espérant désespérément qu'il dise quelque chose, qu'il me défende. Mais il est resté là, les yeux baissés sur son assiette, muet comme une carpe. Jean a tenté de calmer la situation. « Marie, tu as trop bu. Tu ne sais pas ce que tu dis. » Mais le mal était fait. Les mots de Marie résonnaient dans ma tête, encore et encore. « Tu ne peux même pas donner un enfant à mon fils. » J'ai repoussé ma chaise et me suis levée, les jambes tremblantes. « Je dois y aller », ai-je bafouillé, les larmes coulant maintenant librement sur mes joues. Pierre a enfin réagi, se levant à son tour. « Sophie, attends. » Mais je ne pouvais plus rester là. J'ai attrapé mon sac et mon manteau et je suis sortie en courant, ignorant les appels de Pierre derrière moi. La nuit était froide, mais je ne le sentais même pas. Je marchais sans but dans les rues, les paroles de Marie se répétant sans cesse dans ma tête. Toutes nos tentatives, tous nos espoirs, tous nos rêves, réduits à néant par quelques mots cruels. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui ralentissait à côté de moi. C'était Pierre. Il est sorti et s'est approché de moi, l'air contrit. « Sophie, je suis désolée. » Ma mère ne pensait pas ce qu'elle disait. J'ai ri amèrement. « Vraiment ? » Parce que ça avait l'air plutôt sincère pour moi. Elle avait trop bu, elle. Et toi, les joues coupées. Pourquoi tu n'as rien dit ? Pourquoi tu ne m'as pas défendu ? Pierre a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je ne savais pas quoi dire. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Toute la pression, toute la douleur accumulée ces dernières années a explosé. Tu ne savais pas quoi dire ? Ton rôle était de me défendre, Pierre. De dire à ta mère qu'elle allait trop loin, que ce n'était pas de ma faute si nous n'avions pas encore d'enfants. Les larmes coulaient à nouveau sur mes joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de colère autant que de tristesse. Tu sais combien j'ai souffert, combien nous avons lutté.
Et tu restes là, sans rien dire, pendant que ta mère me traite d'infertile et me dit de quitter la famille. Pierre a tenté de me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussé. Non, ne me touche pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis montée dans la voiture, côté passager, et nous sommes rentrés chez nous dans un silence de plomb. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, incapable de dormir, j'ai réalisé que quelque chose s'était brisé. Pas seulement entre Marie et moi, mais aussi entre Pierre et moi. Et je ne savais pas si cela pourrait un jour être réparé. La lutte silencieuse. 3 ans. Cela faisait 3 longues années que Pierre et moi essayions d'avoir un enfant. 3 années de montagnes russes émotionnelles, d'espoir et de déception, de rendez-vous médicaux interminables et de traitements coûteux et douloureux. Tout a commencé peu après notre mariage. Nous étions jeunes, amoureux, et impatients de fonder une famille. Les premiers mois, nous étions optimistes. Chaque mois, j'attendais avec impatience, guettant le moindre signe de grossesse. Mais chaque mois, la déception était au rendez-vous. Après un an sans résultat, nous avons décidé de consulter. Je me souviens de notre premier rendez-vous chez le docteur Dubois, une spécialiste en fertilité réputée à Paris. Son cabinet était chaleureux, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir nerveuse. « Ne vous inquiétez pas », nous avait-elle dit avec un sourire rassurant. C'est tout à fait normal de prendre un peu de temps. Nous allons faire quelques examens pour voir si tout va bien. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de tests. Prise de sang, échographie, examen gynécologique pour moi. Spermogramme pour Pierre. Chaque examen était une nouvelle source d'anxiété. Et puis, le verdict est tombé, infertilité inexpliquée. Que voulez-vous dire par inexpliquée ? Avait demandé Pierre, frustré. Le docteur Dubois avait soupiré. Cela signifie que tous vos examens sont normaux. Il n'y a pas de raison médicale évidente pour laquelle vous n'arrivez pas à concevoir. C'est frustrant, je sais, mais c'est plus courant qu'on ne le pense. C'est à partir de ce moment-là que notre parcours du combattant a vraiment commencé. D'abord, on nous a conseillé la stimulation ovarienne. Chaque mois, je devais m'injecter des hormones, surveillant attentivement mon cycle. Les effets secondaires étaient difficiles à supporter, saute d'humeur, prise de poids, fatigue intense. Mais j'étais prête à tout endurer pour avoir notre bébé. Les échecs répétés ont commencé à peser sur notre couple. Pierre essayait d'être fort pour moi, mais je voyais bien qu'il souffrait aussi. Nos conversations tournaient de plus en plus autour de notre désir d'enfant, éclipsant tout le reste. Peut-être qu'on devrait faire une pause, avait suggéré Pierre un soir, après un énième test de grossesse négatif. J'avais éclaté en sanglots. Une pause ? Tu veux abandonner ? Non, ce n'est pas ça, avait-il répondu doucement. Je pense juste qu'on a besoin de respirer un peu. De se retrouver. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque mois qui passait me semblait être une opportunité perdue. Et puis, il y avait la pression sociale. Les questions incessantes de la famille, des amis. Alors, quand est-ce que vous nous faites un beau bébé ? Cette question innocente me brisait le cœur à chaque fois. Le plus dur était peut-être de voir les autres autour de nous fonder leur famille sans difficulté. Ma meilleure amie, Claire, est tombée enceinte presque immédiatement après son mariage. J'étais sincèrement heureuse pour elle, mais chaque fois que je la voyais caresser son ventre rond, je sentais une douleur lancinante dans ma poitrine. Après 2 ans d'essais infructueux, le docteur Dubois nous a proposé de passer à l'étape suivante, la fécondation in vitro, FIV. C'était notre grand espoir, mais aussi notre plus grande épreuve. Le processus de FIV était épuisant, tant physiquement qu'émotionnellement. Les injections quotidiennes d'hormones étaient encore plus intenses qu'avant. Je me souviens d'un soir où, épuisée et à bout de nerfs, j'ai éclaté en sanglots devant le réfrigérateur, incapable de me résoudre à prendre une nouvelle dose. Pierre m'a prise dans ses bras. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse », m'a-t-il murmuré. « On va y arriver, ensemble. » Le jour de la ponction ovocytaire est arrivé. J'étais terrifiée, mais pleine d'espoir. Quand je me suis réveillée de l'anesthésie, le docteur Dubois nous a annoncé qu'ils avaient réussi à prélever 8 ovocytes. C'était une bonne nouvelle, mais le chemin était encore long. Les jours suivants ont été une attente interminable.
Combien d'embryons allaient se développer? Seraient-ils de bonne qualité? Quand le téléphone a enfin sonné, j'ai retenu mon souffle. Nous avons 3 embryons viables, nous a annoncé le docteur Dubois. C'est un bon résultat. Nous allons procéder au transfert dans 2 jours. Le jour du transfert, j'étais un mélange de peur et d'excitation. Allongé sur la table d'examen, tenant la main de Pierre, j'ai regardé sur l'écran le minuscule point lumineux qui représentait notre espoir d'être parents. Voilà, a dit le docteur Dubois avec un sourire. Maintenant, il faut être patient. Les 2 semaines d'attente qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'analysais le moindre signe, le moindre symptôme. Était-ce des nausées de grossesse ou simplement le stress? Cette fatigue était-elle due aux hormones ou à une grossesse débutante? Le jour du test est enfin arrivé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le test de grossesse. Pierre et moi avons attendu ensemble, en silence, nos mains entrelacées. Quand le résultat est apparu, mon cœur s'est brisé une fois de plus, négatif. Cette fois-ci, c'est Pierre qui a craqué. Je l'ai vu s'effondrer sur le canapé, la tête entre les mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. C'était la première fois que je le voyais pleurer depuis le début de notre parcours. Je me suis assise à côté de lui et l'ai pris dans mes bras. Nous sommes restés ainsi longtemps, pleurant ensemble, partageant notre chagrin et notre déception. Les mois qui ont suivi ont été difficiles. Nous avons essayé de nous concentrer sur d'autres aspects de notre vie, mais l'ombre de notre désir d'enfant planait toujours. Chaque fois que nous voyions un bébé dans la rue, chaque fois qu'un ami annonçait une grossesse, c'était comme un rappel douloureux de ce que nous n'avions pas. Et puis, il y avait le poids des attentes sociales. Les regards de pitié, les conseils bien intentionnés mais maladroits. Vous devriez peut-être adopter, nous disait-on souvent, comme si c'était une décision facile à prendre. Malgré tout, Pierre et moi avons tenu bon. Notre amour a été mis à l'épreuve, mais il en est sorti renforcé. Nous avons appris à communiquer plus ouvertement, à partager nos peurs et nos espoirs. 3 ans après le début de notre quête, nous étions toujours là, ensemble, prêts à affronter ce que l'avenir nous réservait. Mais nous ne savions pas encore que le dîner chez mes beaux-parents allait tout changer. La décision difficile. Les jours qui ont suivi le dîner désastreux chez mes beaux-parents ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Les mots cruels de Marie résonnaient sans cesse dans ma tête, « Tu ne peux même pas donner un enfant à mon fils. Tu devrais quitter cette famille une bonne fois pour toutes. » Ces paroles avaient fait remonter à la surface toutes les insécurités et les doutes que j'avais si durement essayé de refouler pendant ces 3 années de lutte. Le silence de Pierre ce soir-là m'avait profondément blessé. Comment avait-il pu rester muet face à une telle attaque? Cette question tournait en boucle dans mon esprit, creusant un fossé entre nous. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant Pierre. J'ai fixé le plafond pendant ce qui m'a semblé être des heures, pesant le pour et le contre de la décision qui commençait à se former dans mon esprit. Quand Pierre s'est enfin réveillé, j'ai pris une profonde inspiration. « Pierre, je pense que j'ai besoin de prendre mes distances avec ta famille pendant un moment. » Il m'a regardé, les yeux encore embués de sommeil, mais j'ai pu voir la compréhension et la culpabilité s'y refléter. « Je comprends, a-t-il dit doucement. Je suis désolé pour hier soir. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû, ai-je répondu, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Mais ce n'est pas seulement ça. J'ai besoin de temps pour réfléchir, à nous, à notre avenir. Pierre s'est redressé brusquement. Que veux-tu dire? J'ai pris une autre profonde inspiration. Les mots que j'allais prononcer me faisaient mal, mais je savais que je devais les dire. Je pense que nous devrions envisager toutes les options, y compris celle de nous séparer. Le choc sur son visage était palpable. Sophie, tu ne peux pas être sérieuse. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Exactement, ai-je répondu, les larmes aux yeux. Nous avons traversé tellement de choses, et regarde où nous en sommes. Peut-être que ta mère a raison. Peut-être que je ne peux pas te donner ce que tu veux. Ce que je veux, c'est toi, a-t-il dit fermement. Avec ou sans enfant. Mais je n'étais plus sûre de rien. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. J'ai décidé de prendre quelques jours de congé au travail, prétextant une grippe. En réalité,
J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour faire le point sur ma vie et sur notre relation. J'ai passé des heures assise sur notre balcon, regardant la vie parisienne s'écouler en contrebas. Les couples qui se promenaient main dans la main, les parents qui jouaient avec leurs enfants dans le parc voisin. Tout cela me semblait si loin, si inaccessible. Pierre essayait de me parler, de me réconforter, mais je me sentais incapable de communiquer. Comment pouvais-je lui expliquer que chaque fois que je le regardais, j'entendais les mots de sa mère? Comment lui dire que je me sentais comme une étrangère dans sa famille, une intruse qui ne pourrait jamais vraiment en faire partie? Un après-midi, alors que je feuilletais distraitement un magazine, je suis tombée sur un article sur le divorce. Mon cœur s'est serré. Était-ce vraiment ce que je voulais? Mettre fin à notre mariage, à notre histoire d'amour, à cause de cette épreuve? J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer ma vie sans Pierre. Sans ses bras autour de moi le matin, sans son rire qui illuminait mes journées, sans nos conversations interminables sur tout et rien. L'idée même me brisait le cœur. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser que peut-être, en me libérant, je le libérerais aussi. Il pourrait trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait lui donner l'enfant qu'il désirait tant. Cette pensée m'a fait éclater en sanglots. Pierre, qui était dans la pièce d'un accent grave côté, est accouru. Sophie, mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Entre deux sanglots, j'ai réussi à articuler, je pense que tu serais peut-être mieux sans moi. Pierre s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Écoute-moi bien, Sophie. Tu es la femme de ma vie. Avec ou sans enfant, c'est avec toi que je veux passer le reste de mes jours. Ce que ma mère a dit, c'était cruel et injuste. Mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Ces paroles m'ont touchée, mais le doute persistait. Et si nous n'arrivons jamais à avoir d'enfant? Tu ne m'en voudras pas? Jamais, a-t-il répondu fermement. Nous sommes une équipe, toi et moi. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Malgré ces paroles rassurantes, j'avais besoin de prendre du recul. J'ai décidé de passer quelques jours chez ma sœur, Élise, qui vivait à l'autre bout de Paris. Pierre n'était pas ravi de cette décision, mais il a compris que j'avais besoin d'espace. Chez Élise, j'ai pu prendre le temps de réfléchir, loin de la pression de notre appartement et des souvenirs de nos tentatives infructueuses. Ma sœur a été d'un soutien incroyable, m'écoutant pendant des heures sans jamais me juger. Tu sais, m'a-t-elle dit un soir alors que nous partagions une bouteille de vin, quand j'ai divorcé de Marc, je pensais que ma vie était finie. Mais regarde-moi maintenant. Parfois, une fin est juste un nouveau départ. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Était-ce ce dont j'avais besoin? Un nouveau départ? Mais l'idée de recommencer sans Pierre me semblait insupportable. Les jours passaient, et malgré la distance, Pierre m'appelait chaque soir. Nous parlions de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet qui nous préoccupait le plus. Mais sa voix, sa présence même à travers le téléphone, me manquait terriblement. Un matin, alors que je me promenais dans le quartier d'Élise, je suis passée devant une petite librairie. Dans la vitrine, un livre a attiré mon attention, Réinventer son couple face à l'infertilité. Sans vraiment réfléchir, je suis entrée et l'ai acheté. Ce livre a été une révélation. Il parlait de couples qui avaient traversé les mêmes épreuves que nous, qui avaient failli se séparer, mais qui avaient finalement trouvé un moyen de renforcer leur amour. Il parlait aussi de l'importance de la communication, de l'honnêteté et de la nécessité de faire son deuil d'une certaine idée de la famille. En le lisant, j'ai réalisé que notre problème n'était pas tant l'infertilité elle-même que la façon dont nous y faisions face. Nous avions laissé cette épreuve nous définir, éclipser tout le reste de notre relation. Le dernier soir de mon séjour chez Élise, j'ai appelé Pierre. J'ai pris ma décision, lui ai-je dit. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Et quelle est-elle, a-t-il finalement demandé, sa voix trahissant son anxiété. Je veux rentrer à la maison. Je veux qu'on essaie de reconstruire notre relation, pas autour de l'idée d'avoir un enfant, mais autour de nous, de notre amour. J'ai entendu son soupir de soulagement. Oh, Sophie. Tu m'as tellement manqué. Je promets que les choses seront différentes. Nous affronterons tout ensemble, y compris ma famille. Le lendemain, quand je suis rentrée à notre appartement, Pierre m'attendait avec un bouquet de mes fleurs préférées.
Nous nous sommes enlacés longtemps, laissant échapper toutes les tensions des dernières semaines. Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures. De nos peurs, de nos espoirs, de nos rêves. Nous avons décidé de prendre une pause dans nos tentatives pour avoir un enfant, de nous concentrer sur notre couple et de peut-être envisager d'autres options pour fonder une famille. Ce n'était pas la fin de nos difficultés, loin de là. Nous avions encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de choses à régler, notamment avec la famille de Pierre. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous avancions ensemble, dans la même direction. L'appel inattendu. C'était un mardi matin comme les autres. Du moins, c'est ce que je croyais. Pierre était déjà parti travailler, et je m'apprêtais à faire de même. Notre décision de prendre du recul par rapport à nos tentatives pour avoir un enfant avait apporté une certaine sérénité dans notre vie. Nous réapprenions à être un couple, à profiter l'un de l'autre sans la pression constante de la procréation. J'étais en train de boire mon café, parcourant distraitement les titres du journal, quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. Généralement, j'aurais laissé sonner, mais quelque chose ce matin-là m'a poussé à décrocher. « Allô » ai-je dit, un peu hésitante. « Bonjour, je suis bien en ligne avec Madame Sophie Durand ?» La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, un peu tendue. « Oui, c'est bien moi » ai-je répondu, sentant une pointe d'inquiétude monter en moi. « Je suis le docteur Moreau de l'hôpital Saint-Antoine. Nous aurions besoin que vous veniez à l'hôpital dès que possible. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. L'hôpital ? Pourquoi ? 1000 scénarios ont commencé à défiler dans ma tête. Était-ce en rapport avec nos traitements de fertilité ? Avait-il découvert quelque chose lors de nos derniers examens ? Il y a un problème, ai-je demandé, ma voix trahissant mon anxiété. Je préférerais en discuter en personne, Madame Durand. Pouvez-vous venir dans la matinée ? Cette réponse évasive n'a fait qu'accentuer mon inquiétude. Oui, bien sûr. Je serai là dès que possible. Après avoir raccroché, je suis restée immobile pendant quelques instants, essayant de rassembler mes pensées. Devais-je appeler Pierre ? Non, me suis-je dit. Pas avant d'en savoir plus. Inutile de l'inquiéter pour peut-être rien. J'ai appelé mon bureau pour prévenir que je serais en retard, puis j'ai attrapé mon sac et mes clés. Le trajet jusqu'à l'hôpital m'a paru interminable. Chaque feu rouge était une torture, chaque ralentissement une épreuve. Mon esprit ne cessait de tourner, imaginant les pires scénarios possibles. Arrivé à l'hôpital, j'ai dû prendre sur moi pour ne pas courir jusqu'à l'accueil. La réceptionniste m'a dirigé vers le service d'oncologie. L'oncologie ? Mon cœur a fait un bond. Le cancer ? Était-ce pour ça qu'on m'avait appelé ? Dans l'ascenseur, j'ai fermé les yeux, essayant de me calmer. Tout va bien, me suis-je répété. Tout va bien. Le docteur Moreau m'attendait dans son bureau. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux grisonnants et un regard bienveillant. Il m'a invité à m'asseoir. « Madame Durand, merci d'être venue si rapidement » a-t-il commencé. « Je sais que cet appel a dû vous inquiéter, mais laissez-moi vous rassurer tout de suite, il ne s'agit pas de votre santé. » J'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Mais si ce n'était pas pour ma santé, pourquoi étais-je là ? Le docteur Moreau a pris une profonde inspiration avant de continuer. « Madame Durand, il y a quelques mois, vous avez passé une série de tests dans le cadre de vos traitements de fertilité, n'est-ce pas ? » J'ai hoché la tête, ne comprenant toujours pas où il voulait en venir. « Eh bien, lors de ces tests, nous avons effectué un typage HLA, une sorte de carte d'identité génétique. Et il se trouve que votre profil correspond à celui d'une petite fille de 7 ans atteinte de leucémie. » J'ai senti mon cœur s'arrêter un instant. Une petite fille ? Leucémie ? Que voulait-il dire par « correspond » ? Comme s'il lisait dans mes pensées, le docteur Moreau a poursuivi, « Madame Durand, vous êtes potentiellement compatible pour un don de moelle osseuse qui pourrait sauver la vie de cet enfant. » Le choc m'a laissé sans voix pendant quelques secondes. Moi, qui n'avais pas pu avoir d'enfant, j'étais maintenant en position de sauver la vie d'une petite fille ? L'ironie de la situation ne m'échappait pas, je ne comprends pas, ai-je finalement réussi à articuler. Comment est-ce possible ?
Le docteur Moreau m'a expliqué patiemment. Le registre des donneurs de moelle osseuse était constamment mis à jour avec les résultats des typages HLA effectués pour diverses raisons médicales, y compris les traitements de fertilité. Mon profil avait été ajouté à la base de données et avait correspondu à celui de cette petite fille. Bien sûr, a-t-il ajouté, il faudrait faire des tests supplémentaires pour confirmer la compatibilité. Et vous êtes totalement libre de refuser. C'est une décision importante qui mérite réflexion. Mon esprit tournait à toute vitesse. D'un côté, l'opportunité de sauver une vie, de faire une différence réelle et concrète. De l'autre, la peur de l'inconnu, les risques potentiels, l'impact que cela pourrait avoir sur ma propre santé et sur nos chances d'avoir un enfant. Quel est le processus exact, ai-je demandé, essayant de garder une voix stable. Le docteur Moreau m'a expliqué en détail. D'abord, des tests supplémentaires pour confirmer la compatibilité. Puis, si tout concordait, le prélèvement de moelle osseuse se ferait sous anesthésie générale. Il y aurait une période de récupération, mais généralement, les donneurs pouvaient reprendre une vie normale assez rapidement. Et, est-ce que ça pourrait affecter mes chances de tomber enceinte ? La question m'a échappé avant même que je puisse y réfléchir. Le médecin m'a regardé avec compassion. Je comprends votre inquiétude, Madame Durand. Le don de moelle osseuse n'affecte pas la fertilité. Cependant, étant donné votre historique, nous prendrons toutes les précautions nécessaires. J'ai hoché la tête, essayant d'assimiler toutes ces informations. Une partie de moi voulait dire oui immédiatement, sauter sur cette chance de faire quelque chose de bien, de significatif. Mais une autre partie hésitait, pensait à Pierre, à notre parcours, à tout ce que nous avions traversé. J'ai besoin d'en parler à mon mari, ai-je finalement dit. Bien sûr, a répondu le docteur Moreau avec un sourire compréhensif. C'est une décision importante qui mérite d'être discutée. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez que le temps est un facteur crucial pour cette petite fille. En sortant de l'hôpital, j'étais dans un état second. Le soleil brillait, les gens vaquaient à leurs occupations, et moi, j'avais l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Comment allais-je expliquer tout ça à Pierre ? Comment allions-nous prendre cette décision ? J'ai marché un moment dans les rues de Paris, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Le hasard a voulu que je passe devant une école primaire. Les cris joyeux des enfants dans la cour de récréation m'ont fait m'arrêter net. J'ai regardé ces petits êtres pleins de vie, insouciants, et j'ai pensé à cette petite fille à l'hôpital, se battant contre la leucémie. Et si c'était notre enfant ? N'aurions-nous pas remué ciel et terre pour trouver un donneur compatible ? Cette pensée m'a donné le vertige. J'ai dû m'asseoir sur un banc pour reprendre mes esprits. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fixé le numéro de Pierre pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Sophie. Tout va bien ? La voix inquiète de Pierre m'a immédiatement réconfortée. Pierre, il faut qu'on parle. C'est important. Tu peux rentrer plus tôt aujourd'hui ? Il a dû sentir l'urgence dans ma voix car il n'a pas posé de questions. Bien sûr, je serai là dès que possible. En raccrochant, j'ai réalisé que ma décision était déjà prise au fond de moi. Mais j'avais besoin du soutien de Pierre, de sa force. Ensemble, nous allions affronter cette nouvelle épreuve, comme nous l'avions toujours fait. Le chemin du retour m'a paru interminable. Chaque pas me rapprochait de cette conversation cruciale avec Pierre, de ce moment où notre vie pourrait prendre un nouveau tournant. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé, à nos espoirs déçus, à nos rêves d'avoir un enfant. Et maintenant, le destin nous offrait cette opportunité inattendue de faire une différence dans la vie d'un enfant, même si ce n'était pas le nôtre. En arrivant à notre appartement, j'ai trouvé Pierre qui m'attendait déjà, son visage reflétant son inquiétude et sa confusion. Je me suis jetée dans ses bras, puisant dans sa présence la force dont j'avais besoin pour affronter ce qui allait suivre. La tournure surprenante. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Antoine semblait interminable. Pierre conduisait en silence, jetant de temps en temps des regards inquiets dans ma direction. Après notre longue discussion de la veille, nous avions décidé ensemble que je me soumettrais aux tests supplémentaires pour confirmer ma compatibilité avec la petite fille atteinte de leucémie. Malgré notre décision, une tension palpable régnait dans la voiture.
Tu es sûr de vouloir le faire, demanda Pierre, brisant enfin le silence. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Oui, je suis sûre. Si je peux aider cette petite fille, je dois le faire. Pierre hocha la tête, serrant légèrement ma main. Je suis fière de toi, Sophie. Quoi qu'il arrive, je serai là. Arrivés à l'hôpital, nous fûmes accueillis par le docteur Moreau. Son visage affichait un mélange de soulagement et d'anxiété. Madame et Monsieur Durand, merci d'être venus. Nous allons procéder au test de confirmation immédiatement. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de prélèvements sanguins, d'examens et de questions. Chaque piqûre, chaque test me rappelait notre parcours d'infertilité, mais cette fois, l'enjeu était différent. Il ne s'agissait plus de créer une vie, mais d'en sauver une. Alors que nous attendions les résultats dans une petite salle d'attente, une infirmière entra, l'air grave. Le docteur Moreau aimerait vous voir dans son bureau. Mon cœur se serra. Était-ce une mauvaise nouvelle? N'étais-je finalement pas compatible? Dans le bureau du docteur Moreau, l'atmosphère était tendue. Il nous invita à nous asseoir, son regard passant de Pierre à moi. Madame Durand, Monsieur Durand, j'ai les résultats de vos tests. Il fit une pause, comme s'il cherchait ses mots. La bonne nouvelle est que vous êtes effectivement compatible avec la petite Léa. Je sentis un immense soulagement m'envahir, mais l'expression du médecin m'indiquait qu'il y avait autre chose. Cependant, poursuivit-il, les tests ont révélé quelque chose d'inattendu. Mon cœur se mit à battre la chamade. Pierre serra ma main plus fort. Madame Durand, vous êtes enceinte. Le monde sembla s'arrêter autour de moi. Enceinte? Après toutes ces années d'essais, de traitements, de déceptions? C'était impossible. Je ne comprends pas, balbutiai-je. Nous avions arrêté les traitements. Comment est-ce possible? Le docteur Moreau sourit doucement. Parfois, la nature nous réserve des surprises. Il semblerait que votre grossesse soit très récente, probablement de quelques semaines seulement. Pierre était figé à côté de moi, son visage reflétant un mélange de choc et de joie. Nous allons avoir un bébé, murmura-t-il, comme s'il avait peur que le dire à voix haute briserait le charme. Le médecin hocha la tête. Oui, félicitations à vous deux. Pendant un moment, j'oubliais complètement pourquoi nous étions là à l'origine. La joie d'apprendre que j'étais enfin enceinte éclipsait tout le reste. Mais rapidement, la réalité me rattrapa. Et pour le don de moelle osseuse, demandai-je, la voix tremblante. Le visage du docteur Moreau s'assombrit. C'est là que la situation se complique. Bien que vous soyez compatibles, le don de moelle osseuse pendant une grossesse comporte des risques significatifs, tant pour vous que pour le fœtus. La joie que je venais de ressentir fut immédiatement remplacée par un sentiment d'impuissance et de culpabilité. D'un côté, il y avait ce miracle que nous attendions depuis si longtemps. De l'autre, une petite fille dont la vie dépendait peut-être de moi. N'y a-t-il vraiment aucun moyen, demanda Pierre, sa voix trahissant son désarroi. Le docteur Moreau secoua la tête. Les risques sont trop élevés. Nous ne pouvons pas recommander le don dans ces circonstances. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Et la petite Léa? Qu'est-ce qui va lui arriver? Nous allons immédiatement relancer la recherche d'un autre donneur compatible, répondit le médecin. Mais je dois être honnête avec vous, trouver un donneur aussi compatible que vous l'êtes sera difficile. Le silence qui suivit était pesant. Je me sentais déchirée entre la joie d'être enfin enceinte et la culpabilité de ne pas pouvoir aider cette petite fille. Est-ce que je pourrais la rencontrer, demandai-je soudainement, surprenant même Pierre. Le docteur Moreau hésita. Ce n'est pas habituel, mais étant donné les circonstances. Je vais voir ce que je peux faire. Quelques heures plus tard, après avoir digéré la nouvelle de ma grossesse et passé plusieurs examens supplémentaires pour m'assurer que tout allait bien, nous nous retrouvâmes devant la chambre de Léa. Avant d'entrer, une infirmière nous expliqua la situation de Léa. Elle était malade depuis plus d'1 an, et les traitements l'avaient beaucoup affaiblie. Ses parents étaient constamment à son chevet, alternant espoir et désespoir au gré des nouvelles médicales. Quand nous entrâmes dans la chambre, mon cœur se serra. Léa était une petite fille aux cheveux bruns, si pâle et mince dans son lit d'hôpital. Malgré sa maladie,
ses yeux brillaient d'une lueur de vie et de curiosité. Ses parents se levèrent à notre arrivée, l'incompréhension se lisant sur leurs visages. Le docteur Moreau fit rapidement les présentations, expliquant brièvement qui nous étions sans entrer dans les détails de ma grossesse ou de l'impossibilité du don. « Bonjour Léa », dis-je doucement en m'approchant de son lit. « Je m'appelle Sophie. » Léa me regarda avec un petit sourire timide. « Bonjour Sophie. Tu es venue me rendre visite ?» Je sentis ma gorge se nouer. Comment expliquer à cette petite fille que j'étais venue pour potentiellement lui sauver la vie, mais que finalement je ne pouvais pas le faire ? Oui, je voulais te rencontrer, répondis-je simplement. J'ai entendu dire que tu étais très courageuse. Léa haussa les épaules avec une maturité surprenante pour son âge. Les docteurs disent que je dois être forte. Alors j'essaie. Je passais les minutes suivantes à discuter avec Léa, écoutant ses histoires sur ses peluches préférées et les dessins animés qu'elle aimait regarder. Pierre se joignit à la conversation, faisant rire Léa avec ses blagues. Pendant ce temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'injustice de la situation. Cette petite fille si pleine de vie luttait pour sa survie, alors que moi, j'avais reçu le miracle d'une grossesse inattendue. Lorsque vint le moment de partir, j'eus du mal à retenir mes larmes. Je promis à Léa de revenir la voir, même si au fond de moi, je savais que ce ne serait probablement pas possible. Dans le couloir, les parents de Léa nous arrêtèrent. La mère de Léa, les yeux remplis de larmes, me prit les mains. « Je ne sais pas exactement pourquoi vous êtes venu, dit-elle, mais je sens que c'était important. Merci d'avoir rendu ma fille heureuse aujourd'hui. » Ces mots me brisèrent le cœur. J'aurais voulu leur dire que j'étais désolée, que si les circonstances avaient été différentes, j'aurais fait tout mon possible pour aider leur fille. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Pierre, sentant mon malaise, prit la parole. « Votre fille est extraordinaire. Nous espérons sincèrement qu'elle ira mieux très vite. » Sur le chemin du retour, Pierre et moi restâmes silencieux, chacun perdu dans nos pensées. La joie de ma grossesse était teintée de culpabilité et de tristesse pour Léa. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demandai-je finalement, brisant le silence. Pierre soupira. « Je ne sais pas, Sophie. Mais ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas mettre en danger notre bébé. Aussi difficile que ce soit, nous devons penser à notre famille maintenant. » Je savais qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas la situation plus facile à accepter. Cette journée qui aurait dû être remplie uniquement de joie et de célébration était devenue un mélange complexe d'émotions contradictoires. En rentrant chez nous, je me dirigeai directement vers notre chambre. J'avais besoin d'être seule, de digérer tout ce qui s'était passé. Allongée sur le lit, je posai ma main sur mon ventre, essayant de connecter avec cette nouvelle vie qui grandissait en moi. « Je suis désolée, Léa » murmurai-je dans le silence de la pièce. « J'espère que tu trouveras quelqu'un d'autre pour t'aider. » Cette nuit-là, je rêvais de Léa. Dans mon rêve, elle était en bonne santé, courant dans un champ de fleurs, riant aux éclats. À côté d'elle courait un autre enfant, un enfant que je reconnus instinctivement comme le mien. Les deux enfants jouaient ensemble, heureux et insouciants. Je me réveillai en sursaut, les joues mouillées de larmes. Pierre, sentant mon agitation, me prit dans ses bras. « Ça va aller, Sophie » murmura-t-il. « Nous traverserons cette épreuve ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Dans la chaleur de son étreinte, je sentis un mélange de gratitude pour le miracle de notre bébé à venir et de tristesse pour Léa. Je savais que les jours à venir seraient difficiles, jonglant entre la joie de ma grossesse et l'inquiétude pour cette petite fille que je n'avais rencontrée qu'une fois mais qui avait déjà laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. Le dilemme moral. Les jours qui suivirent notre visite à l'hôpital furent un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il y avait la joie indescriptible d'être enfin enceinte après tant d'années d'attente et de déception. De l'autre, le poids écrasant de la culpabilité de ne pas pouvoir aider Léa. Chaque matin, en me réveillant, ma première pensée était pour le petit miracle qui grandissait en moi. Je posais ma main sur mon ventre encore plat, essayant d'imaginer la vie qui s'y développait. Mais presque immédiatement après, l'image de Léa dans son lit d'hôpital s'imposait à moi, et mon cœur se serrait. Pierre faisait de son mieux pour me soutenir, mais je voyais bien qu'il était lui aussi tiraillé. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé,
regardant sans vraiment le voir un film à la télévision, il se tourna vers moi. Sophie, je sais que c'est difficile, mais nous devons penser à notre bébé maintenant. C'est notre priorité. Je savais qu'il avait raison, mais ces mots me firent malgré tout l'effet d'un coup de poignard. Je sais, répondis-je doucement. C'est juste que, je ne peux pas m'empêcher de penser à Léa. Et si nous étions à la place de ses parents? Pierre soupira, passant une main dans ses cheveux. Je comprends. Mais nous ne pouvons pas risquer la santé de notre enfant. Le docteur Moreau a été clair sur les risques. Je hochai la tête, les larmes aux yeux. Je sais tout ça, rationnellement. Mais émotionnellement. Il me prit dans ses bras, me berçant doucement. Je sais, mon amour. Je sais. Les jours passèrent, et malgré mes efforts pour me concentrer sur ma grossesse, mes pensées revenaient constamment vers Léa. J'avais demandé au docteur Moreau de me tenir informé de sa situation, et chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur faisait un bond, espérant et redoutant à la fois des nouvelles. Un matin, alors que j'étais en train de me préparer pour aller travailler, mon téléphone sonna. C'était le docteur Moreau. « Madame Durand, dit-il, sa voix trahissant une certaine urgence. J'ai des nouvelles concernant Léa. » Mon cœur se mit à battre la chamade. « Qu'y a-t-il ? Elle va bien ?» Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Son état s'est dégradé. Les médecins pensent qu'elle aura besoin d'une greffe dans les prochaines semaines si nous voulons avoir une chance de la sauver. » Je sentis mes jambes faiblir et je dus m'asseoir. « Et, avez-vous trouvé un autre donneur ? » « Malheureusement, non, répondit-il avec regret. Nous continuons à chercher, mais... Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Je comprenais l'implication. Sans donneur compatible, les chances de Léa étaient minces. Je comprends, dis-je, la gorge serrée. Merci de m'avoir informé. Après avoir raccroché, je restais assise sur le bord du lit, incapable de bouger. Mon esprit tournait à toute vitesse, pesant le pour et le contre, imaginant tous les scénarios possibles. Quand Pierre rentra du travail ce soir-là, il me trouva toujours assise au même endroit, les yeux dans le vide. « Sophie. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. Je levai les yeux vers lui, sentant les larmes couler sur mes joues. Le docteur Moreau a appelé. Léa va mal. Elle a besoin d'une greffe rapidement. Pierre s'assit à côté de moi, me prenant dans ses bras. Oh, Sophie. Pierre, dis-je doucement, et si je le faisais quand même ? Il se recula brusquement, me regardant avec incrédulité. Quoi ? Sophie, on en a déjà parlé. C'est trop dangereux. Je sais, répondis-je, mais je ne peux pas supporter l'idée que cette petite fille meure alors que j'aurais pu faire quelque chose. Pierre se leva, faisant les 100 pas dans la chambre. Et notre bébé ? Tu es prête à risquer sa vie ? Ces mots me firent l'effet d'une gifle. Bien sûr que je ne voulais pas risquer la vie de notre enfant. Mais l'idée de ne rien faire pour Léa me rongeait de l'intérieur. Il doit y avoir un moyen, dis-je, plus pour moi-même que pour Pierre. Peut-être que si nous parlons à d'autres médecins, si nous cherchons d'autres options. Pierre s'agenouilla devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Sophie, je comprends que tu veuilles aider. Vraiment. Mais nous devons penser à notre famille maintenant. Ce bébé, c'est le miracle que nous attendions depuis si longtemps. Je savais qu'il avait raison. Mais cela ne rendait pas la décision plus facile. Cette nuit-là, je dormis à peine, tournant et retournant le problème dans ma tête. Le lendemain matin, je pris une décision. J'appelai le docteur Moreau et lui demandai un rendez-vous urgent. Pierre insista pour m'accompagner. Dans le bureau du médecin, j'exposai mon dilemme. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de faire le don sans mettre en danger ma grossesse ? Le docteur Moreau nous regarda avec compassion. Je comprends votre désir d'aider, Madame Durand. Mais je dois être claire, tout prélèvement de moelle osseuse pendant une grossesse comporte des risques significatifs. Il y a un risque de fausse couche, de naissance prématurée, sans parler des complications potentielles pour vous-même. Pierre serra ma main, comme pour me rappeler sa présence et son soutien. Et si ? Commençai-je, hésitante, et si nous attendions la naissance du bébé ? Serait-il possible de faire le don à ce moment-là ?
Le docteur Moreau secoua la tête. Malheureusement, l'état de Léa ne nous permet pas d'attendre aussi longtemps. Et même après l'accouchement, il faudrait attendre plusieurs mois avant de pouvoir envisager un don. Je sentis mon cœur se serrer. Chaque option semblait mener à une impasse. N'y a-t-il vraiment rien d'autre que nous puissions faire, demanda Pierre, sa voix trahissant sa propre frustration. Le docteur Moreau réfléchit un moment. Il y a peut-être une chose. Ce n'est pas une solution miracle, mais cela pourrait aider. Nous pourrions prélever et conserver votre sang de cordon ombilical à la naissance. Bien que ce ne soit pas aussi efficace qu'un don de moelle osseuse, cela pourrait potentiellement aider Léa ou un autre patient dans le futur. Cette suggestion fut comme une bouée de sauvetage dans l'océan de culpabilité dans lequel je me noyais. Ce n'était pas la solution parfaite, mais c'était quelque chose. Une façon d'aider, même si ce n'était pas immédiat. Oui, dis-je immédiatement. Oui, faisons ça. Pierre hocha la tête, semblant soulagé d'avoir trouvé un compromis. En sortant du bureau du docteur Moreau, je me sentais à la fois soulagé et frustré. Soulagé d'avoir trouvé un moyen d'aider, même modestement. Frustré de ne pas pouvoir faire plus vite. Dans les semaines qui suivirent, je me plongeais dans des recherches sur le don de sang de cordon ombilical, essayant de comprendre comment cela pourrait aider Léa ou d'autres enfants comme elle. Pierre, voyant mon besoin d'agir, suggéra que nous organisions une campagne de sensibilisation au don de moelle osseuse. Si nous ne pouvons pas donner nous-mêmes, dit-il, peut-être pouvons-nous encourager d'autres personnes à le faire. Cette idée fut comme un baume sur mon âme tourmentée. Nous avons commencé à travailler sur des brochures d'information, à contacter des associations, à partager notre histoire sur les réseaux sociaux. Chaque personne qui s'inscrivait sur le registre des donneurs grâce à notre campagne était une petite victoire. Pendant ce temps, ma grossesse progressait. Chaque visite chez le gynécologue était à la fois un moment de joie et un rappel douloureux de la situation de Léa. Je ne pouvais m'empêcher de penser à elle chaque fois que j'entendais le cœur de mon bébé battre lors des échographies. Un jour, alors que nous étions en train de préparer la chambre du bébé, Pierre me surprit en train de pleurer silencieusement. « Sophie, dit-il doucement, s'asseyant à côté de moi. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu ne dois pas te sentir coupable. » Je hochai la tête, essuyant mes larmes. « Je sais. C'est juste que, je me sens impuissante. » Pierre me prit dans ses bras. « Tu n'es pas impuissante. Regarde tout ce que nous avons accompli avec notre campagne. Et bientôt, nous aurons notre bébé, et nous pourrons donner son sang de cordon. Tu es en train de changer des vies, Sophie. » Ces mots me réconfortèrent, mais ne purent effacer complètement le sentiment de culpabilité qui persistait. Je savais que ce dilemme moral continuerait probablement à me hanter pendant longtemps. Mais je savais aussi que nous avions pris la meilleure décision possible dans ces circonstances impossibles. Alors que ma grossesse approchait de son terme, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ironie de la situation. Pendant si longtemps, j'avais désespérément voulu être mère. Maintenant que ce rêve se réalisait enfin, je me retrouvais confrontée à un choix impossible entre la vie de mon enfant et celle d'un autre. Cette expérience m'avait profondément changée. Elle m'avait fait réaliser la fragilité de la vie, la complexité des choix moraux, et l'importance de chaque petit geste pour aider les autres. Alors que je caressais mon ventre arrondi, je fis une promesse silencieuse à mon bébé et à Léa. Je ferai tout ce qui était en mon pouvoir pour faire une différence dans ce monde, même si ce n'était qu'un petit pas à la fois. Le dénouement inattendu. Les dernières semaines de ma grossesse furent un mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque jour qui passait nous rapprochait de la naissance de notre bébé tant attendu, mais aussi du moment où nous pourrions enfin donner le sang de cordon ombilical. L'espoir de pouvoir aider Léa ou un autre enfant dans le besoin me donnait la force de supporter les inconforts des derniers mois de grossesse. Un matin de septembre, alors que j'entamais mon 8e mois, je fus réveillée par une douleur sourde dans le bas du dos. Au début, je n'y prêtais pas trop attention, pensant que c'était simplement une autre manifestation des désagréments de la grossesse. Mais au fil des heures, la douleur s'intensifia et devint plus régulière. « Pierre » appelai-je, ma voix trahissant mon inquiétude. « Je crois que le travail a commencé. » Pierre, qui était en train de préparer le petit déjeuner, accourut dans la chambre, le visage pâle d'inquiétude et d'excitation. « Tu es sûr ? Ce n'est pas trop tôt ?
Je grimaçais alors qu'une nouvelle contraction me traversait. Je crois que le bébé a décidé que c'était le bon moment. Tout se passa ensuite très vite. Pierre appela le docteur Lambert, notre gynécologue, pendant que je rassemblais les dernières affaires pour la valise de maternité. En moins d'une heure, nous étions en route pour l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. À notre arrivée, nous fûmes immédiatement pris en charge. Le docteur Lambert confirma que j'étais bien en travail, mais que tout semblait se dérouler normalement malgré la légère prématurité. N'oubliez pas, rappelai-je entre deux contractions, le sang du cordon. L'équipe médicale nous rassura, nous confirmant que tout était prévu pour le prélèvement du sang de cordon ombilical dès la naissance. Les heures qui suivirent furent intenses, remplies de douleur, de peur, mais aussi d'un espoir indescriptible. Pierre resta à mes côtés tout du long, me tenant la main, m'encourageant à chaque poussée. Enfin, après ce qui me sembla une éternité, un cri perçant retentit dans la salle d'accouchement. Notre bébé était né. C'est une fille, annonça le docteur Lambert, plaçant le petit être sur ma poitrine. Les larmes aux yeux, je regardais ce petit visage fripé, ce miracle que nous avions tant attendu. Pierre, ému aux larmes lui aussi, se pencha pour embrasser notre fille, puis moi. « Elle est parfaite, murmura-t-il. » Alors que je savourais ce moment de bonheur intense, une partie de mon esprit restait focalisée sur le prélèvement du sang de cordon. Je vis l'équipe médicale s'activer, prélevant soigneusement ce précieux liquide qui pourrait potentiellement sauver une vie. Ce n'est que plus tard, alors que nous nous reposions dans la chambre d'hôpital, notre petite fille endormie dans mes bras, que le docteur Moreau vint nous voir. Son visage affichait une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Félicitations pour la naissance de votre fille », commença-t-il. « J'ai une nouvelle concernant le sang de cordon que nous avons prélevé. » Mon cœur se serra. Était-ce une mauvaise nouvelle? Le prélèvement n'avait-il pas fonctionné? Les analyses préliminaires montrent que le sang de cordon de votre fille est extrêmement riche en cellules souches, poursuivit-il. En fait, c'est l'un des échantillons les plus prometteurs que nous ayons vus depuis longtemps. Je sentis une vague de soulagement et de joie m'envahir. Notre fille, à peine née, allait peut-être déjà pouvoir aider quelqu'un. Et ce n'est pas tout, ajouta le docteur Moreau, un sourire se dessinant sur son visage. Il semblerait que cet échantillon soit compatible avec Léa. Le choc me coupa le souffle. Pierre serra ma main, tout aussi stupéfait que moi. Vous voulez dire? Commençai-je, n'osant pas finir ma phrase de peur de me tromper. Le docteur Moreau hocha la tête. Oui, Madame Durand. Le sang de cordon de votre fille pourrait potentiellement être utilisé pour traiter Léa. Bien sûr, il faudra faire des tests supplémentaires pour confirmer la compatibilité et l'efficacité potentielle, mais c'est une nouvelle très prometteuse. Les larmes me montèrent aux yeux. C'était presque trop beau pour être vrai. Après tous ces mois de culpabilité, de doutes, de questionnements moraux, le destin semblait nous offrir une solution inattendue. Quand saurons-nous si cela peut vraiment aider Léa? Demanda Pierre, sa voix trahissant son émotion. Nous allons procéder au test dès que possible, répondit le docteur Moreau. Cela prendra quelques jours, mais nous vous tiendrons informés à chaque étape. Après le départ du médecin, Pierre et moi restâmes silencieux pendant un long moment, absorbant cette nouvelle incroyable. Notre fille bougea dans mes bras, comme pour nous rappeler sa présence. Comment allons-nous l'appeler? Demanda soudainement Pierre. Je baissai les yeux vers notre petite fille, réfléchissant. Puis, une idée me vint. Que dirais-tu de Claire? Pierre sourit, comprenant immédiatement. Claire, comme la clarté, la lumière. C'est parfait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Entre la joie d'être nouveaux parents, l'adaptation à notre nouvelle vie à trois, et l'attente anxieuse des résultats des tests, nous avions l'impression de vivre dans une bulle hors du temps. Enfin, une semaine après la naissance de Claire, le docteur Moreau nous contacta avec les résultats définitifs. Le sang de cordon de Claire était non seulement compatible avec Léa, mais il contenait suffisamment de cellules souches pour tenter le traitement. La procédure fut programmée rapidement. Bien que nous ne puissions pas être présents pour le traitement de Léa, le docteur Moreau nous tenait régulièrement informés de son état. Les semaines passèrent, chacune apportant son lot de bonnes nouvelles.
Léa répondait bien au traitement, son corps acceptait les cellules souches de Claire. Petit à petit, son état s'améliorait. Un mois après le traitement, alors que nous étions en train de donner le bain à Claire, mon téléphone sonna. C'était le docteur Moreau. « Madame Durand, dit-il, sa voix empreinte d'émotion, j'ai une excellente nouvelle. Les derniers tests de Léa montrent une rémission complète. Le traitement a fonctionné. » Je laissai échapper un cri de joie, surprenant Pierre qui tenait Claire. Les larmes coulaient librement sur mes joues alors que je partageais la nouvelle avec lui. Quelques jours plus tard, nous fûmes invités à l'hôpital pour rencontrer Léa et sa famille. J'étais nerveuse, ne sachant pas comment cette rencontre allait se passer. Mais dès que nous entrâmes dans la chambre d'hôpital, toutes mes appréhensions s'envolèrent. Léa était assise dans son lit, ses joues avaient repris des couleurs et ses yeux brillaient d'une nouvelle vitalité. Quand elle nous vit entrer avec Claire dans les bras, son visage s'illumina d'un grand sourire. « C'est elle, le bébé qui m'a sauvée » demanda-t-elle, émerveillée. Je hochai la tête, trop émue pour parler. Les parents de Léa s'approchèrent de nous, les larmes aux yeux. « Comment pouvons-nous jamais vous remercier » dit la mère de Léa, prenant mes mains dans les siennes. « Vous n'avez pas à nous remercier » répondit Pierre. « Nous sommes juste heureux que tout ait bien fonctionné. » Nous passâmes un long moment à discuter, à échanger nos expériences. Léa était fascinée par Claire, la regardant avec une expression de pure admiration. En quittant l'hôpital ce jour-là, je me sentis envahie par un sentiment de paix et de complétude que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le destin avait trouvé un moyen de résoudre notre dilemme d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Dans les mois et les années qui suivirent, nous restâmes en contact avec Léa et sa famille. Voir Léa grandir, s'épanouir, et reprendre une vie normale était un cadeau inestimable. Claire et Léa développèrent un lien spécial, presque comme des sœurs liées par le destin. Cette expérience nous avait profondément changés. Elle nous avait appris la valeur de l'espoir, l'importance de la persévérance, et le pouvoir de l'amour et de la compassion. Chaque fois que je regarde Claire, je suis émerveillée par le miracle de la vie et par la façon dont un petit être peut avoir un impact si grand sur le monde. Notre parcours pour devenir parents avait été long et difficile, mais il nous avait menés à un endroit que nous n'aurions jamais pu imaginer. En fin de compte, ce n'était pas seulement l'histoire de notre lutte pour avoir un enfant. C'était l'histoire de deux petites filles dont les destins s'étaient entrelacés de la manière la plus inattendue. C'était une histoire d'espoir, de résilience et du pouvoir de la vie elle-même. Alors que je regarde Claire jouer avec Léa lors de l'une de nos fréquentes rencontres, je ne peux m'empêcher de penser que parfois, les plus grands miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Et que parfois, la vie trouve un moyen de résoudre même les dilemmes les plus impossibles, nous rappelant que l'amour, sous toutes ses formes, est la force la plus puissante qui soit.